France Info. 20h-21h, France Info, les informés. Julia Foyce. Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés. Les informés qui sont ce soir Claire Sercombe, porte-parole d'Oser le féminisme. Bonsoir. Bonsoir. Julien Leclerc, chef d'entreprise et blogueur, auteur du journal d'un salaud de patron aux éditions Fayard. Bonsoir. Bonsoir. Danielle Simonet, coordinatrice et première porte-parole du Parti de gauche, conseillère du 20e arrondissement de Paris. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin Bertrand Martineau, économiste, ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy, auteur de Pour en finir avec le chômage, ce qui marche, ce qui ne marche pas, publié chez Fayard également. Bonsoir. Bonsoir. Alors non, ce soir on ne parlera pas de ce chien cloné 12 jours après sa mort en Corée du Sud. Il s'appelait Dylan. Bref. On ne parlera pas non plus de cet homme qui s'est tué en voulant braquer un distributeur de préservatifs dans le sud de l'Allemagne. Je crois qu'il avait très envie. On en dira encore moins sur cet habitant du Calvados qui, viré d'une boîte de nuit, revient au volant de son tracteur pour se venger, défonçant au passage tout l'espace fumeur. Même si le tracteur vengeur, c'est vrai, ça peut laisser rêveur. Non, on n'en parlera pas ce soir, désolé. Mais rassurez-vous, si vous avez faim d'infos et soif de débat, nous on a pas mal de choses à vous mettre sous la dent, voire dans la gorge. Si. 3 questions au menu des informés ce soir. Faut-il ouvrir un compte Twitter, même quand on n'est ni un politique, ni un journaliste, ni un animateur télé ? Faut-il se battre pour ou contre la déchéance de nationalité quand on est un socialiste frondeur ou pas ? Faut-il applaudir des deux mains, voire des deux pieds tant qu'on y est, quand on voit l'Europe renforcer son dispositif de surveillance aux frontières ? Réponse d'ici 21h dans Les Informés. Mais avant cela, cap sur la Corse. La Corse et ses eaux d'un bleu si bleu que même les Maldives à côté, on dirait du jus de poire. La Corse et son relief aride, sauvage, légèrement hostile en apparence, mais en fait ça va, on s'habitue. La Corse et ses habitants farouches, valeureux, nationalistes certes, mais pas racistes. En tout cas, pas plus qu'ailleurs. C'est ce que s'évertuent à dire les élus de l'île après 3 jours de manifestations où l'on a entendu crier, entre autres, Arabie Fora, les Arabes dehors. Écoutez, par exemple, Jean-Guy Talamoni, président de l'Assemblée de Corse, c'était ce matin sur notre antenne. Des slogans virulents et même des slogans racistes, je pense que en fait vous pouvez les enregistrer un petit peu partout en Europe si vous tendez votre micro. Il se trouve là qu'il y a des gens, évidemment en Corse il y a des racistes comme il y en a un peu partout. Je crois même que statistiquement il y a moins d'acteurs racistes en Corse qu'ailleurs, mais évidemment à partir du moment où on leur donne cet écho, il y en a un certain nombre qui en ont profité. Bon, on a bien vu qu'il y en avait qui se mettaient en scène. Bon, je pense que là aussi il faut remettre les choses à leur place. Certaines personnes qui ont été enregistrées, interviewées, ne sont absolument pas représentatives des Corses, du peuple corse, et ceux qui les ont criés à vos micros ou à l'occasion de certains rassemblements, ce sont des idées qui nous font horreur et qui révulsent l'ensemble des Corses. Ces slogans, comme le dit Jean-Guy Talamoni, on aurait parfaitement pu les entendre ailleurs en France, voire ailleurs en Europe. Vous êtes d'accord, Claire Sercombe ? Déjà, par rapport au fait de dire que tous les Corses seraient racistes, que ce serait un truc général, ça a autant de sens pour moi que de dire que tous les Arabes seraient des agresseurs potentiels de pompiers, ce qui est un petit peu ce qu'une minorité, puisqu'ils n'étaient pas beaucoup, c'était une centaine de personnes, en envahissant ce quartier dit sensible, a voulu manifester, c'est-à-dire un amalgame que tous les Arabes seraient de potentiels agresseurs. Je pense pas que ça soit un problème spécifiquement corse, c'est juste qu'on est dans une société actuellement où la parole raciste, on va parler plus tard de la déchéance de nationalité plus tard dans la soirée, la parole raciste et le fait de classer les Français en fonction de leur origine, c'est quelque chose qui est complètement décomplexé en fait depuis plusieurs semaines maintenant, et ça mène à ce genre de dérive où des personnes se sentent légitimées pour tenter de se faire justice elles-mêmes. Vous êtes d'accord, Bertrand Martineau, les dérives et les dérapages racistes, islamophobes, on les entend partout en France et donc on ne voit pas pourquoi la Corse serait épargnée par le phénomène ? Je pense que ce qui se passe en Corse pourrait un jour se passer en France. Il y a quand même des spécificités corses. Ailleurs en France, en Corse continentale, j'allais dire. Il y a quand même depuis longtemps des affiches, des tracts anti-arabes en Corse, quand même beaucoup plus. Alors il n'y a pas de statistiques, bien sûr, mais enfin plus. Parce que Jean-Guy Talamoni dit on a globalement moins d'actes racistes en France je qu'ailleurs. ne sais pas, il n'y a pas de statistiques sur ce sujet. Deuxième point, il y a des choses quand même très claires. Vous avez ça c'est très
connu le premier syndicat de Corse, qui est le syndicat des travailleurs corses, qui prospère depuis de très nombreuses années sur le thème de la corcisation des emplois. Donc c'est pas d'ailleurs le racisme en Corse n'est pas forcément lié aux musulmans, aux arabes, mais également vis-à-vis des continentaux. Il y a une réaction identitaire très très forte dans une région qui par ailleurs où le Front National ne prospère pas. C'est assez étonnant. Le Front National a même fait son score le plus faible. Exactement. Alors par ailleurs, c'est une région, il faut quand même le dire, qui, d'après les statistiques de l'INSEE, est une des régions de France qui a connu le plus d'immigration ces dernières années, où il y a une urbanisation galopante, où il y a en fait des bouleversements sociologiques extrêmement profonds, et donc ça perturbe effectivement cette identité corse, qui est particulièrement marquée du fait de l'insularité, on va dire les choses comme ça. Donc ça n'est absolument pas. Et il y a un terreau, j'aime pas cette expression de terreau, mais la Corse est profondément bouleversée par une vague d'immigration très importante depuis plusieurs années, et ça perturbe évidemment, ça ne légitime en rien les actes racistes évidemment, mais il ne faut pas non plus se cacher derrière son petit doigt. On a un sujet effectivement de bouleversement socio-démographique de la Corse. Voilà. Donc il faut absolument que l'État reprenne les choses en main, car il est absolument inacceptable que ce soit des bandes d'excités qui fassent la police eux-mêmes, évidemment. C'est fait, les manifestations sont interdites. Daniel Simonet, quelle lecture est-ce que vous avez, vous, de ces événements-là ? C'est-à-dire, est-ce que c'est, comme on essaye de le dire là, un événement isolé, propre à la Corse, ou au contraire, quelque chose qui a touché la Corse, mais qui demain pourra toucher une autre région de France ? Alors hélas, on a déjà eu d'autres agressions racistes en France de ce type-là, c'est-à-dire la manifestation haineuse et qui vient cibler une population du fait de son origine réelle ou supposée. Je veux dire, souvenez-vous de ce qui a pu se passer à côté de Lille ou à côté de Marseille, quand vous avez eu des manifestations citoyennes s'autoproclamant en milice qui venaient attaquer des bidonvilles de Rome. Bon, donc on voit qu'il y a une société depuis 10-15 ans où, oui, le racisme a été banalisé. Après, je pense qu'il y a aussi une Jean-Guy Talamoni dit même l'inverse. Il dit l'extrême droite et les idées de l'extrême droite, c'est une logique importée en Corse qui n'a rien à voir avec ce qu'on est. Alors là, par contre, je ne suis pas d'accord. Même si il est heureux qu'il dénonce très vigoureusement, les actes racistes, hein, évidemment. Mais je pense qu'il faut avoir conscience qu'à un moment donné, le repli identitaire, ethniciste et la survalorisation du rapport ethnique de la question politique, eh bien, encourage le racisme. Vous dites entre le discours frontiste et le discours nationaliste, les frontières sont assez poreuses, finalement. Bien sûr, et c'est pas pour rien que le Front National fait un faible score en Corse. C'est pas à un moment donné, cet électorat-là est capté et l'évolution culturelle, idéologique de la société française, encouragée par un certain nombre de politiques, est captée en Corse d'une autre manière. Mais non, la Corse, elle n'est pas moins raciste que le reste du territoire de la République. Et il y a vraiment aussi une prise de conscience à avoir, c'est que les politiques qui ont été conduites par Nicolas Sarkozy, qui ont vraiment visé à un moment donné, stigmatiser et à faire de la question de l'immigration le problème de nos sociétés, quand la question, elle était éminemment sociale. Le fait que le gouvernement de François Hollande, de Manuel Valls, et on en parlera tout à l'heure sur la déchéance de la nationalité, mais ait d'abord poursuivi les politiques de Nicolas Sarkozy sur l'immigration, et surtout ait abandonné le rôle de refonder la République et d'en appeler au contraire à la progression des principes fondateurs d'égalité des droits, de renforcer le sentiment d'appartenance à une communauté de destin. Je veux dire, on est un peuple très riche de nos métissages, c'est une fierté. On doit justement, au contraire, mener des politiques de lutte contre les discriminations, d'égalité des droits, droit de vote des immigrés, toutes ces choses-là. Vous ne le dites pas tout à fait pour les mêmes raisons, mais vous concluez, Daniel Simonet et Bertrand Martineau, de la même façon, c'est-à-dire ce sera à l'État de reprendre la main. Julien Leclerc, vous êtes d'accord avec ça pour que cet événement-là, les événements de Corse, ne fassent pas tache d'huile sur le reste de la France ? C'est ça qu'il faudrait faire ? Oui, certainement, et c'est ce qu'ils essayent de faire. On sait qu'on parle d'un territoire où l'État a beaucoup de mal à reprendre la main assez régulièrement. Je ne suis pas sûr
que la fierté du métissage, ça soit une expression que les Corses aiment beaucoup, par exemple. Donc oui, l'islamophobie, c'est un problème. Mais c'est un problème. Oui, mais ils sont comme ça, c'est les Corses, il faut les respecter aussi. Non, il n'y a pas de... On n'impose pas le métissage. Il n'y a pas de fait ethnique pour moi. Il n'y a pas de fait ethnique. On serait Corse et je suis d'accord, mais il y a un réflexe insulaire, pour reprendre vos mots tout à l'heure, il y a un réflexe insulaire qui est là, qui est régulier, et on ne peut pas s'empêcher de se dire, même si évidemment on est tous d'accord autour de la table, l'islamophobie, c'est pas un problème corse, c'est un problème qu'on retrouve d'ailleurs partout ailleurs. Quand on entend « on est chez nous », en Corse, on ne peut pas s'empêcher de se dire que ça veut dire un peu autre chose. Voilà. Et c'est assez régulier. Ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire on est chez nous, Corse, et on sait très bien qu'il y a des Alsaciens pourraient le dire aussi. Voilà. Oui, donc à un moment donné, la question le problème de Mme Simonet, c'est qu'elle voudrait changer de peuple. On ne peut pas changer de peuple. Le peuple, il est comme il est, et il faut essayer de comprendre quel est son problème. Il a un problème, le peuple. Et dans le peuple français, ce peuple qui a fait la révolution de 1789, ce peuple héritage des Lumières, eh bien la question de l'égalité des droits, le fait qu'on appartienne toutes et tous à la même communauté de destin, quelles que soient nos origines, eh bien c'est quelque chose qui se construit, qui se travaille quand on en a la volonté politique, tous ensemble. Oui, mais on n'impose pas des choses à un peuple. De France Info, ça continue juste après les titres. Et on est déjà en retard, 20h et presque 16 minutes sur France Info. L'essentiel de l'actualité, c'est avec vous, Armand Perrault-Loga. L'essence toujours moins chère, le prix du litre de gasoil vient de passer sous la barre symbolique d'1 € en France. Ce sont les derniers relevés officiels. Les élus nationalistes corses condamnent les manifestations racistes de ces derniers jours à Ajaccio. Ils appellent à l'apaisement. Appel lancé aujourd'hui par l'indépendantiste Jean-Guy Talamoni et le nationaliste Gilles Simeoni. Manuel Valls persiste et signe. Le Premier ministre défend une nouvelle fois son projet d'élargir la déchéance de nationalité aux binationaux nés français et condamnés pour terrorisme. Le Premier ministre a publié une tribune sur son compte Facebook où il défend cette mesure fortement contestée à gauche. David Cameron, au chevet des populations touchées par les importantes inondations. Le Premier ministre britannique s'est rendu aujourd'hui dans le nord de l'Angleterre où des centaines de personnes ont été évacuées après les pluies diluviennes de ces derniers jours. Et puis une étape majeure pour le gouvernement irakien, réaction de François Hollande après la reprise de la ville de Ramadi par les forces irakiennes. Ramadi, à l'ouest de Bagdad, était aux mains de Daesh depuis mai dernier. 20h-21h, France Info, les informés. Julia Foyce. Et dans le studio des informés ce soir, nous retrouvons Daniel Simonet, porte-parole du parti de gauche, Julien Leclerc, chef d'entreprise, auteur de Journal d'un salaud de patron, Bertrand Martineau, économiste, ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy et auteur de Pour en finir avec le chômage, et enfin Claire Sercombe, porte-parole d'Oser le féminisme. Bien. Il était une fois Poséidon, dieu des océans en furie, alias l'ébranleur du sol, oui, fils de Cronos et de Rhea, vainqueur des titans, époux d'Amphitrite, et désormais parrain, puisqu'il lui donne son nom à l'opération menée actuellement par Frontex en Méditerranée. Certes, c'est un petit peu moins poétique dit comme ça, mais voilà, si tu crois que la vie c'est un poème, tu te plantes. En tout cas, c'est sous la houlette du dieu au trident que, comme prévu, l'agence de surveillance européenne des frontières a commencé aujourd'hui à renforcer sa présence en Grèce. D'ici 4 semaines, 376 agents et interprètes supplémentaires seront donc sur place pour interroger, enregistrer et contrôler l'identité des migrants arrivés clandestinement dans le pays. Écoutez ce qu'en pense Pierre Henry, le directeur général de l'association France Terre d'Asile, interrogé par Alexis Morel. Il ne faut pas opposer la question de la sécurité des frontières extérieures à la problématique de l'accueil. Je crois que nous devons être capables de faire les deux choses. Il est logique que nos compatriotes sachent qui ils accueillent, à condition qu'ils le fassent. Parce que, tout de même, aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 3 mois après le dernier sommet européen qui a décidé de la relocalisation de 160 000 réfugiés. Eh bien, à ce jour, moins de 200 ont été répartis dans toute l'Union, 19 en France. En réalité, vous savez, il n'y a pas simplement 3700 personnes qui sont mortes en Méditerranée, en mer Égée, au large de la Libye. C'est un peu de nos valeurs qui se noient chaque jour avec la crise migratoire. Près de 4000 migrants morts cette année en tentant de traverser la Méditerranée. Le chiffre fait froid dans le dos. On se dit quoi, Julien Leclerc? On se dit qu'on n'y peut rien, qu'on y pourrait quelque chose, mais qu'on n'a pas su encore y apporter les bonnes réponses? Oui, et puis j'ai pas l'impression qu'avec 400 personnes de plus ou 376 pour reprendre les chiffres exacts, on règle vraiment cette question-là.
une question de sécurité, c'est vrai. Donc quand on entend qu'il faut des effectifs supplémentaires pour aller surveiller les frontières de l'Europe, pourquoi pas? C'est certainement, et pour le coup, là, c'est fait, c'est concret. Certainement intelligent, mais il y a 14 000 kilomètres de frontières à surveiller. Je ne sais pas si 400 personnes, ça suffira. Vous dites que c'est une goutte d'eau, mais qui ne sert pas à c'est un sparadrap sur une jambe de bois, pour relire une expression que j'ai lue il n'y a pas longtemps. Ça ne sert pas à grand-chose, et puis ça ne règle pas après toutes les problématiques d'accueil et les causes de ces arrivées-là. On parle de chiffres tellement énormes de ces gens qui risquent leur vie pour des vraies bonnes raisons. Qui traversent des difficultés incroyables pour venir rejoindre le pays. C'est pas avec quelques dizaines de personnes pour leur poser des questions qu'on réglera le souci. On a passé la barre du million de migrants en plus la semaine dernière. Claire Sercon, vous êtes d'accord, c'est un sparadrap sur une jambe de bois? Oui, totalement. Et puis surtout, à chaque fois qu'on met l'accent sur des mesures sécuritaires, de contrôle, etc., on oublie le drame humain qu'il y a derrière. C'est un drame humanitaire qui se déroule aux frontières de l'Europe, avec la mission assignée à Frontex qui est de faire un filtre ou de refouler. Et il y a surtout un sujet dont on parle jamais dans ce drame humanitaire, c'est la problématique des femmes en fait qui se retrouvent aussi refoulées aux frontières. C'est-à-dire que Frontex, par ces mesures dissuasives, préventives, cette espèce d'enfermement virtuel de l'Europe dans un entre-soi, rejette aux frontières de l'Europe des femmes et des enfants qui vont être happés par des réseaux de prostitution, qui vont passer aux mains de passeurs qui vont ensuite les exploiter dans les conditions les plus effroyables. Et ça, on n'en parle pas. Le drame humanitaire, il est complètement occulté par ce repli sur soi, cette peur, souvent irrationnelle, que ressentent beaucoup de Françaises et de Français. Alors Bertrand Martinos, une mauvaise réponse, c'est 376 gardes-frontières, c'est bien, mais c'est pas assez. Vous en dites quoi? C'est sans doute très bien, mais enfin, il faut revenir au statut de l'agence Frontex. Qu'est-ce qu'elle fait concrètement? J'ai relu les textes. Elle fait la chose suivante. Elle coordonne et elle gère l'action de l'Union européenne à ses frontières extérieures. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en appui aux États membres qui ont en fait la totale souveraineté, qui ont conservé la totale souveraineté du contrôle de leurs frontières. Elle surveille et elle compte. C'est-à-dire, elle surveille simplement, et elle comptabilise, elle enregistre les migrants. En aucun cas, elle ne les contrôle, et d'ailleurs, j'en veux pour preuve un appel de détresse quasiment qu'a lancé il y a quelques semaines le directeur général de Frontex, réclamant non pas simplement des moyens humains supplémentaires, mais des moyens juridiques, car il n'a même pas accès aujourd'hui, en termes de sécurité c'est catastrophique, il n'a pas accès aux bases de données personnelles des services de police et de renseignement des États membres, qui gardent ça jalousement pour eux, du fait du refus du Parlement européen, le même Parlement européen qui avait refusé d'instauration des fichiers de passagers aériens. Donc en fait, les frontières sont... Pour une fois que l'Union européenne essaie de reprendre la main et d'offrir une réponse globale, on est encore sur un problème de mauvaise coordination. Les frontières sont une véritable passoire, et la question n'est pas de renforcer simplement de 300, tant mieux. Si c'était 600, ce serait peut-être encore mieux. 5000, oui, en même temps, c'est un problème juridique. En même temps, on lui reproche de ne rien faire, là elle fait. On a mutualisé les frontières, c'est un mouvement fédéral, mais simplement on n'est pas allé jusqu'au bout de la logique, puisque ce sont les États membres, et en plus des États membres parfois très faibles, notamment la Grèce, ils ont décidé de tripler les moyens. Ils ont décidé de créer un super Frontex dont ils tripleraient on passe de 900 à 1200, donc oui, c'est une multiplication par 1,3, c'est très bien. Je vais vous donner la parole, Daniel Simonet, mais tout de suite le rappel des titres. Et à 20h23, le rappel des titres, c'est avec Armand Pérouloga. Un appel à renouer le dialogue de la part des dirigeants nationalistes corses, Jean-Guy Talamoni et Gilles Simeoni. Ils ont reçu ce soir à l'Assemblée corse les représentants du culte musulman après 4 jours de manifestations et de dérapages racistes suite à l'agression d'un pompier dans une cité d'Ajaccio. Manuel Valls monte encore au créneau pour défendre le principe de la déchéance de nationalité pour les binationaux nés français et condamnés pour terrorisme. Mesure très contestée à gauche. Le Premier ministre dénonce des amalgames. Il accuse ses détracteurs de faire le jeu de l'extrême droite. C'est une première en France. Depuis juillet 2009, le litre de gazole est passé sous la barre d'1 € en moyenne nationale. Chiffre officiel donné ce soir par le ministère de l'écologie et de l'énergie. Le drapeau irakien flotte à nouveau sur Ramadi. L'armée régulière a pu reprendre le contrôle de cette ville aux mains de Daesh depuis mai dernier. François Hollande salue une étape majeure. Et puis la plainte d'un ancien otage français contre son employeur. Il s'agit de Thierry Doll, enlevé au Niger en 2010 et libéré il y a 2 ans. Il assigne Areva et l'État français pour mise en danger. Selon lui, l'entreprise et l'État connaissaient les risques liés aux enlèvements dans le pays où il travaillait. 20h-21h, France Info, les informés. Julia Foyce.
Les informés de France Info où on parle crise des migrants en Europe et renforcement des contrôles aux frontières. Daniel Simonet, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Bertrand Martineau disait juste avant le rappel des titres? C'est une coquille vide, Frontex, ça ne sert à rien et on a beau tripler son budget et ses moyens. Il a pas exactement. Oui, je force le trait. Voilà, c'est mon rôle. Ce que je dirais surtout, c'est que au lieu de s'attaquer aux causes, on court après les conséquences avec des réponses sécuritaires. Parce que déjà, dans le traitement des conséquences, qu'on essaye au moins d'empêcher tous ces morts en Méditerranée. Or, il y avait un dispositif auparavant qui s'appelait Mare Nostrum, qui était prévu pour faire le sauvetage en mer. Et ce dispositif-là, on n'en parle plus. Les moyens ont été fortement fortement réduits. Donc vous avez ces drames humains. Le monde tout entier pleure sur cette image du corps de cet enfant sans vie sur une plage. Et à la suite de quoi, au lieu de restaurer les moyens pour le sauvetage, on renforce la situation de contrôle. Mais surtout, on ne s'attaque pas aux causes. Pourquoi autant d'hommes et de femmes fuient leur pays quitte à risquer leur vie? Eh bien, regardons les causes. L'Union européenne, elle a une forte responsabilité. Que ce soit les politiques va-t-en-guerre qui ont aggravé la déstabilisation d'un certain nombre de zones entières par des bombardements complètement absurdes en termes d'impact, et puis que ce soit aussi par les politiques de libre-échange. Les politiques de libre-échange envers l'ensemble des pays d'Afrique, vous savez que ces pays d'Afrique sont extrêmement riches en ressources naturelles. Pourquoi la situation est celle que l'on connaît? Parce qu'à un moment donné, les politiques de libre-échange ont imposé des soi-disant aides qui sont des prêts conditionnés à des mesures structurelles qui ont aggravé la précarité de l'ensemble de ces pays-là, leur ont empêché d'avoir des États développant leurs infrastructures, leurs services publics et organisant le pillage. Donc vous avez à la fois une situation de guerre et de conflit qui s'aggrave du fait aussi de nos politiques extérieures, atlantistes, et en plus des politiques économiques ultralibérales scandaleuses. Donc attaquons-nous d'abord aux causes et ensuite assumons les conséquences en fonction de nos principes. Est-ce que, compte tenu de ce que dit Daniel Simonet, est-ce qu'il faut plus d'Europe ou plus d'Europe? Là, en l'occurrence, il faut plus d'Europe parce qu'il faut que l'Europe ait les moyens juridiques de répondre à cela pour contrôler ses frontières. Or, les États membres, c'est ce que disait Bertrand tout à l'heure, ne donnent pas les moyens juridiques à l'Union européenne de protéger ses frontières. Moi, j'aimerais, Daniel Simonet, j'entends ce que vous dites, on reconnaît vos couleurs partisanes derrière, mais on est évidemment tous d'accord. Maintenant, ah bon, je suis pas sûr, parce que les politiques sont pas menées dans ce sens-là. Mais parce que ce qui me gêne dans ce que vous dites, c'est la culpabilisation permanente. Oui, on est en train de subir l'échec de dizaines et de centaines d'années d'échanges absolument dégueulasses avec ces régions du monde. Et qui continuent, attendez. Mais là où je suis pas d'accord je termine, je suis pas d'accord avec vous. Il faut pas d'abord régler les causes. Il faut tout faire en même temps. Et j'ai aimé l'intervention je suis d'accord avec monsieur de France Terre d'Asile. Mais on ne se préoccupe jamais des causes. Arrêtons d'opposer les causes et la sécurité. Évidemment que si on va pas chercher pourquoi ces gens-là viennent... Mais ce qu'il dit, c'est menons les deux de front. Oui, mais les deux, c'est d'abord respecter aussi le droit d'asile, plutôt que d'à chaque fois de voir des mesures sécuritaires. Excusez-moi, mais les moyens alloués à Frontex vont pas empêcher les morts en Méditerranée. On est d'accord, évidemment. Vont au contraire augmenter les moyens des passeurs de surexploiter la situation. Donc c'est d'une hypocrisie complètement totale. Ça n'empêche pas le contrôle des frontières. Purement de la com. De la com pour justement nourrir les discours de peur xénophobes et racistes. Il y a un volet humanitaire, il faut des bateaux, des sauveteurs, des interprètes, tout ce que il n'y a pas assez de moyens, on est d'accord. Mais quand ils ont été réduits ces moyens. Oui, il faut peut-être sans doute les renforcer et faire ce qu'il faut. Bon, c'est pas facile parce que c'est les pays, c'est la Grèce qui s'en occupe. La Grèce est un pays en mauvais état, etc. Bon, bref, mais quand même, il y a 1 million de personnes qui débarquent chez nous. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas quelles sont leurs origines, on ne sait rien, on ne peut pas les contrôler, on n'a pas de fichier. Bon, ça pose un problème de sécurité fondamental. Et je regrette juste que l'Europe, qui a ouvert ses frontières à tout va, ne se soit pas donné les moyens juridiques et les moyens de sécurité pour contrôler tout ça. On est beaucoup plus efficace pour traiter les problèmes de qualité de l'eau potable que pour traiter la question migratoire, qui est un des plus grands défis, on le sait, pour des raisons d'ailleurs où je pourrais être en partie d'accord avec Madame Simonet. De toute façon, on va avoir un afflux migratoire colossal, il va falloir le gérer, il y a des dimensions de sécurité. Ça ne s'arrêtera pas demain. Claire Sercombe, vous êtes d'accord, le fait de ne pas connaître l'identité de ces migrants, c'est en soi un problème, c'est en soi inquiétant?
Depuis le 13 novembre, ce sujet-là ressort de connaître l'identité, qui ils sont, d'où ils viennent. J'ai pas souvenir qu'avant le 13 novembre et les attentats, on ait eu cette préoccupation. C'était plutôt comment empêcher les morts, etc. C'est quelque chose qui est en somme très récente. Mais de dire que en restreignant l'accès à l'Europe, on va prévenir le terrorisme, je suis désolée, quelqu'un qui veut revenir de Syrie, il reviendra. On nous a dit qu'il y en a qui sont passés des auteurs des attentats au Bataclan par Lesbos, etc., par des points d'entrée des migrants. Je suis pas certaine que Frontex soit particulièrement armé pour toutes les raisons invoquées pour lutter contre les filières terroristes qui peuvent venir en Europe. Ce qui est inquiétant, c'est qu'ils le disent eux-mêmes, qu'ils sont pas armés. Mais par contre, donnons les moyens humains au renseignement. Et on sait pertinemment que ceux qui sont suivis, qui ont été repérés, si les moyens humains étaient alloués à la fois au renseignement et à la fois à la justice, on serait en capacité d'être bien plus efficace dans la lutte contre le terrorisme. Donc on est d'accord, il faut remettre des moyens humains sur la sécurité. Ah mais ça, je suis tout à fait pour. Et moi, j'étais totalement opposée aux politiques d'austérité de Sarkozy contre la police, la justice et l'armée. Et je suis contre de la même manière quand elles se poursuivent sous Hollande et Valls. Moi, je pense que l'État régalien a besoin de moyens humains. Mais ne mélangeons pas les sujets. Là, aujourd'hui, à quel drame on est confronté? Des hommes et des femmes qui risquent leur vie, qui meurent en Méditerranée et qui ne sont pas accueillis dans nos pays puisque le droit d'asile n'y est pas respecté, sont dans des conditions catastrophiques. Et aucune mesure, par ailleurs, n'est prise au niveau de la source, à la cause, pour justement empêcher ces drames humains, permettre aux gens de vivre heureux dans leur pays. Qu'on fasse les choses dans l'ordre. Alors, quelque chose me dit, en tout cas, qu'on aura largement l'occasion de revenir dessus en 2016. Vous ne bougez pas, les informés, des chances de nationalité, déchirure européenne, c'est guerre des tweets. Voilà ce qui nous attend dans la deuxième demi-heure. Vous êtes sur France Info, il est 20h30 et le journal, c'est avec Armand Pérouloga. Bonsoir. Bonsoir, ça n'était pas arrivé depuis juillet 2009. Le litre de gazole passe sous le seuil d'1 € symbolique en France, 99 centimes 35 précisément, moyenne nationale donnée par le ministère de l'écologie et de l'énergie. C'est la conséquence de la chute du prix du pétrole, situation liée à une importante surproduction en raison de la demande mondiale en forte baisse. L'Arabie Saoudite justement subit cet effondrement des prix du pétrole. Elle accuse pour la première fois un déficit budgétaire de 98 milliards de dollars en 2015. Du coup, elle va augmenter de plus de 50% certains prix de l'essence et le Royaume plus globalement va diminuer les subventions touchant les prix de l'électricité, de l'eau, du diesel et d'autres produits pétroliers. Un appel à la résistance face aux banques en France. Les banques qui sont de plus en plus nombreuses à facturer à leurs clients des frais de gestion. Dès vendredi, ce sera le cas de BNP Paribas et de la Société Générale pour les comptes courants. Au moins 2 € de frais par mois. L'association des usagers des banques appelle les clients à refuser ces nouveaux frais et elle va saisir cette semaine l'autorité de la concurrence. En Corse, les nationalistes condamnent les manifestations racistes de ces derniers jours à Ajaccio. Jean-Guy Talamoni et Gilles Simeoni se sont exprimés aujourd'hui. Ces dérapages xénophobes font suite à l'agression d'un pompier le soir de Noël dans une cité d'Ajaccio. Le projet de déchéance de nationalité défendu jour après jour par Manuel Valls. Cette fois, le Premier ministre s'exprime sur sa page personnelle Facebook. Il dénonce des amalgames et arguments infondés qui renforcent selon lui la propagande du FN. La gauche reste plus divisée que jamais sur ce dossier. La pression migratoire toujours aussi forte en Europe. Plus de 4000 migrants ont été secourus durant le week-end de Noël dans le canal de Sicile. Bilan donné ce soir par les gardes-côtes italiens. En Irak, l'armée irakienne annonce aujourd'hui la libération totale de Ramadi, ville à l'ouest de Bagdad, bastion historique d'Aqmi pendant une décennie, puis celui de Daesh pendant 8 mois. Ramadi a été reprise hier au groupe État islamique au terme de plusieurs jours de combat. Au Nigeria, près de 48 morts et 90 blessés. C'est le dernier bilan de l'attaque menée par le groupe islamiste Boko Haram hier soir. Des attentats à la bombe et attaques suicides dans 2 villes clés du nord-est du pays. Le nord de l'Angleterre toujours sous les flots. Le Premier ministre David Cameron s'est rendu aujourd'hui dans le Yorkshire, région affectée par ces inondations. Des centaines de personnes ont été évacuées. Ailleurs en Europe, on observe aussi des conditions climatiques inhabituelles. En Espagne, la chaleur et les faibles précipitations ont contribué au départ de nombreux feux de forêt. 80 incendies en ce moment dans le nord du pays, notamment en Cantabrie. En football, Bruno Genesio a dirigé aujourd'hui son premier entraînement en tant qu'entraîneur de l'Olympique lyonnais. Il était jusqu'à présent adjoint d'Hubert Fournier et il espère pouvoir rester au-delà des 4 mois qu'il sépare de la fin de la saison. Il a l'ambition d'inculquer les valeurs de l'OL à son groupe. Bruno Genesio. Je crois que beaucoup de choses partent du mental, même si tout n'est
n'est pas dû à cet aspect-là. On est sur une mission court terme, une mission commando, on l'a rappelé. On a 4 mois et demi de compétition, avec un premier mois de janvier très chargé. Donc on va se donner tous les moyens pour atteindre nos objectifs, à savoir retrouver la Coupe d'Europe, soit par le biais du championnat, soit par le biais des compétitions nationales. Et puis on fera le bilan à mi-mai pour voir si ces objectifs-là ont été atteints et comment on peut envisager l'avenir. Mais oui, je me projette déjà là-dessus, sinon j'aurais pas accepté cette mission. Bruno Genesio, désormais entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Merci Armand Perrologa. Tout de suite la météo. France Info Météo, avec Maison France Confort, constructeur national de maisons et entreprise familiale depuis 5 générations. Rendez-vous dans nos agences ou sur maisonfranceconfort.fr. Avec Jean-Michel Golinski. Ces prochaines 24 heures, une onde pluvieuse va traverser le pays de l'ouest vers l'est, apportant un peu de neige vers 1800 mètres demain matin sur les Pyrénées, 1600 mètres l'après-midi sur les Alpes. Ce soir, la pluie qui aborde la façade atlantique viendra s'échouer demain en cours d'après-midi sur les frontières de l'Est, en donnant en matinée un ciel plutôt maussade entre les régions du Nord, le bassin parisien, le centre et le quart sud-ouest. Classiquement, à l'avant, le ciel va se charger de plus en plus, tandis qu'à l'arrière, après le passage de la pluie, vous allez retrouver un ciel d'éclaircies. Le golfe du Lion, et plus particulièrement le Languedoc, va conserver demain un temps gris et humide tout au long de la journée, avec des pluies un peu plus généralisées que ces derniers jours. Les températures diffèrent peu d'un jour sur l'autre, avec demain matin 6 à 12 degrés en général, 0 à 3 degrés dans le quart nord-est, et l'après-midi, les maximales vont afficher entre 12 et 17 degrés du nord vers le sud. 20h-21h, France Info, les informés. Julia Foyce. Et à la table des informés, nous sommes toujours avec Bertrand Martineau, économiste, ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy, auteur de Pour en finir avec le chômage, ce qui marche et ce qui ne marche pas aux éditions Fayard. Claire Sercombe, porte-parole d'Oser le féminisme. Julien Leclerc, chef d'entreprise et blogueur, auteur du journal d'un salaud de patron. J'aime bien dire salaud, vous avez remarqué ou pas? J'ai l'impression. Ouais, j'aime beaucoup. Aux éditions Fayard également. Danielle Simonet, coordinatrice et première porte-parole du parti de gauche, conseillère du 20e arrondissement de Paris. Les informés, c'est en direct sur France Info. Vous le savez, franceinfo.fr et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés. D'ailleurs, puisqu'on dit hashtag, parlons donc d'Twitter. Le réseau social planétaire de microblogging compte aujourd'hui plus de 300 millions d'utilisateurs actifs. Et alors ? So what? Beaucoup de cuicui pour rien, c'est ce qu'on verra avec le 4e débat de la soirée dans une dizaine de minutes. Mais avant ça, pas mal de bruit aussi, peut-être, pour pas grand-chose non plus, vous nous le direz, les informés. Mais voilà, depuis une semaine, pas une journée ne se passe sans qu'on ne parle de la fameuse extension de la déchéance de nationalité prévue dans le projet de réforme constitutionnelle. Alors, je rappelle, pour ceux qui auraient vécu dans un tunnel, un sous-sol ou dans un vaisseau Soyouz ces derniers jours, que cette déchéance de nationalité s'appliquerait aux individus nés français condamnés pour terrorisme et qu'elle fait partie d'un ensemble de mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence qui fait suite, lui, aux attentats du 13 novembre. C'est bon? Vous l'avez? On y va. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'idée divise, voire déchire la gauche. Au sein même du Parti Socialiste, on s'écharpe à coups de tweets, de messages Facebook et ou par tribune interposée. On s'engueule sur les plateaux de télévision quand on ne se griffe pas au visage dans les studios de radio. Hier, le Premier ministre Manuel Valls a donc voulu rappeler tout le monde à l'ordre dans le journal du dimanche, accusant une partie de la gauche de s'égarer, je cite, au nom de grandes valeurs, en oubliant le contexte. Christian Paul, député de la Nièvre et chef de file des frondeurs, lui a répondu ce matin sur France Info. À un moment où le pays tout entier doit affronter cette offensive terroriste durable, nos valeurs sont aussi nos meilleures armes. Et nos valeurs, la cohésion du pays, autour du président de la République et du gouvernement pour mener cette lutte contre le terrorisme, c'est quelque chose d'essentiel. Ce sont les valeurs qui soudent le pays face au péril. Et donc je voudrais qu'on revienne là vraiment à cette idée simple. Encore une fois, les valeurs dans une République, c'est une arme tout à fait efficace. Donc on aurait sans doute pu faire l'économie de cette affaire, mais enfin, puisque le président de la République et le gouvernement poussent en avant cette réforme, elle sera débattue au Parlement et je souhaite qu'elle le soit. Sans polémique, encore une fois, c'est un texte qui divise le pays, n'en rajoutons pas. N'en rajoutons pas, mais bon, je vous donne quand même mon avis au passage. C'est une vraie déchirure de fond, Danielle Simonet, entre les deux ailes du PS, ou est-ce que c'est encore une querelle de posture? Moi, je pense que c'est une déchirure de fond, parce que c'est une question centrale. C'est extrêmement grave qu'un président de la République et qu'un Premier ministre dit de gauche, dit socialiste, remette en cause
un des fondements de notre République. La République, c'est pas un régime neutre. Quand vous avez ce triptyque liberté, égalité, fraternité, issu d'une révolution, ça a un sens très fort, même si on peut considérer que la République est un idéal inachevé, remettre en cause l'unicité du peuple, considérer qu'on peut faire des catégories différentes entre Français, c'est extrêmement grave. En plus, c'est totalement absurde de croire qu'on va lutter contre le terrorisme par une mesure qui va jamais dissuader un kamikaze de se faire exploser la cervelle. Mais on vient là, ce gouvernement est en train de reprendre une mesure de l'extrême droite et donc de valider la bataille culturelle que mène l'extrême droite dans ce pays. Et je n'oublie pas les paroles de Manuel Valls quand Sarkozy proposait cette mesure, il fustigeait ses idées nauséabondes. Et hélas, aujourd'hui, ils veulent nous imposer ces idées. Nicolas Sarkozy ne le proposait pas tout à fait dans les mêmes termes ni dans les mêmes conditions. Donc ça ne concernait pas exclusivement les individus condamnés pour terrorisme ayant purgé leur peine, etc. Ça, quand même, on le rappelle. Bertrand Martineau, Manuel Valls l'a dit et redit, ça n'est qu'un symbole, ça ne concernera qu'une petite poignée de personnes. Alors quoi, on s'étripe pour pas grand-chose? Alors, je rejoins ce que disait Simonet. Une fois de plus, vous êtes très d'accord ce soir. Oui, mais tous les repères sont brouillés dans ce pays. Il est assis à sa gauche. Voilà. Ça veut bien dire tout ce que ça veut dire. Tout à fait. Non, mais les auditeurs qui auront la curiosité de relire le discours de Grenoble de Nicolas Sarkozy pourront vérifier qu'il s'agit quasiment d'une bluette, voire d'une histoire pour endormir les petits-enfants, en comparaison de ce qui est annoncé là. Pourtant, il avait été traité de fasciste, on parlait des heures les plus sombres de l'histoire de France, il avait eu Le Monde, Libération, etc. aux fesses. Bon, bref. Donc là, l'extension de la déchéance, selon Nicolas Sarkozy, encore une fois, était beaucoup plus large, surtout. Donc en fait, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est notre capacité très franco-française à s'empailler sur des sujets totalement théoriques. Il y a des beaux sujets en philosophie pour les élèves de terminale, vous savez, c'est toujours... Voilà, en l'occurrence, la théorie, elle porte sur le droit du sol, elle porte sur l'égalité des citoyens. C'est toujours la fin justifie-t-elle les moyens. Mais là, c'est particulièrement idiot, car les moyens qui sont proposés ici ne sont même pas adaptés aux fins. Donc on pourrait se poser la question sur la torture, sur la peine de mort, des choses comme ça. Là, c'est totalement dérisoire, puisque jamais quelqu'un ne sera expulsé parce qu'il y a une déchéance de nationalité. Il faudra attendre 30 ans parce qu'il sera en prison, et il faudrait que le pays dont il garde la nationalité veuille bien l'accueillir. Donc c'est tout à fait théorique. Et le problème de ce débat, qui est complètement théorique, c'est que comme souvent, il cache les vrais sujets. C'est-à-dire, on ne parle pas des errements de notre politique étrangère, on ne parle pas de l'organisation de nos services de sécurité et de renseignement, on ne parle pas de notre code de procédure pénale. On ferait mieux de fermer des mosquées salafistes. Pour ça, il suffit pas la peine de changer la Constitution, ce serait opérationnel. Alors, on ne pourra pas ouvrir tous les sujets que vous soulevez là, mais c'est très important parce que c'est un sujet. Ce sujet théorique cache les vrais sujets. Par ailleurs, je rejoins totalement Daniel Simonet. Encore une fois, j'insiste sur un problème de fond, et même si c'est très difficile de le dire, et ça fait très mal aux tripes, qu'on le veuille ou non, ces terroristes, quand ils sont français, qu'on le veuille ou non, les criminels nazis étaient allemands. Voilà. Et ça, il faut qu'on se regarde, ça fait mal, il faut le regarder en face. Claire Sercombe, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça n'est qu'un symbole et finalement on s'étripe pour pas grand-chose, ou est-ce que, comme le disait Daniel Simonet, on s'attaque à un des fondements? Alors moi, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit sur le fait que cette mesure symbolique où on essaye de nous rassurer en disant non, mais ça sera juste écrit dans la Constitution, mais il n'y aura pas de vraies conséquences, elle cache un débat où là, vraiment, le PS est en train de s'auto-détruire, entre guillemets. C'est quelle est la meilleure stratégie pour doubler le FN électoralement? Est-ce que c'est en récupérant des idées d'extrême droite? Donc c'est la posture. Je rappelle quand même que non, c'est pas de la posture, puisqu'on touche à une valeur fondamentale qui est aussi une des valeurs socialistes, c'est-à-dire le vivre ensemble, et comment est-ce qu'on traite les problématiques qui peuvent se présenter dans la société, sachant qu'on a déjà dit, il y a liberté, égalité, fraternité, enfin c'est des valeurs fondamentales. Mais je rappelle quand même que pour le moment, il y a trois catégories qui sont, deux personnes plus une catégorie d'accord sur cette mesure, c'est François Hollande, Manuel Valls et le FN. Enfin, je veux dire, ils sont unanimes sur cette question. Donc, on touche vraiment à quelque chose de viscéral, je pense, au sein du Parti socialiste. Alors, c'est viscéral. Pour autant, Christian Paul l'évoquait tout à l'heure. Donc, le débat entrera à l'Assemblée le 3 février. D'ici là, si vous regardez dans votre boule de cristal, Julien Leclerc, vous me diriez quoi? Il va se passer quoi? On va s'invectiver, on va se traiter de tous les noms et puis on finira par s'embrasser à la fin? Ou est-ce que cette fois-ci, c'est l'implosion du PS en vue? Non, alors les déchirements au PS, ils datent pas de cette semaine. Ils ont plutôt, le chef d'entreprise que je suis a regardé ça de près, ils ont plutôt commencé sur des questions très économiques. Et ça fait depuis le début que le PS, de toute façon, implose quasiment.
Moi, ce qui m'ennuie en tant que simple citoyen, c'est de voir des politiques qui ont beaucoup de travail se déchirer sur des questions, certes, pour des questions de valeurs et philosophiques importantes, mais qui, finalement, sur un sujet, n'en a aucune. La déchéance de nationalité, vous l'avez dit, d'abord, on s'adresse à une certaine catégorie de la population, donc on parle que des gens qui sont binationaux, on parle pas des autres, ce qui n'est pas possible. Ensuite, on va parler des terroristes qui auront purgé leur peine. Or, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, les terroristes, ils ont une fâcheuse tendance à mourir avant qu'on les attrape, quand même. Donc, je ne sais pas finalement si on parle de quelqu'un, en fait. Et puis, pour finir, et vous l'avez dit, Daniel Simonet, puis on a tous rigolé avec ça, même si c'est pas drôle du tout. Je vois pas quelqu'un qui a décidé de tuer des dizaines de personnes dans la rue à coups de Kalachnikov et de se faire sauter finalement au milieu d'un théâtre, hésiter parce qu'on le menace de lui retirer la nationalité française. Je crois qu'il se fiche d'être français ou grolandais avant de faire son attentat. Moi, ça m'ennuie profondément de voir des politiques qui ont beaucoup de travail et sur un sujet aussi sérieux que celui-ci et aussi grave que celui-ci, très douloureux encore pour nous, se déchirer à coups de tweets, comme vous le dites, plutôt qu'à coups de griffures sur le visage, sur des questions qui finalement n'en sont pas. Voilà. Les informés, restez avec nous, ne perdez rien de votre verve, c'est le rappel des titres. Et à 20h45, le rappel des titres est signé Armand Pérouloga. C'est la conséquence de la chute du prix du pétrole. Le litre de gazole redescend sous le seuil d'1 euro en France. C'est une moyenne nationale, chiffre donné ce soir par le ministère de l'écologie et de l'énergie. La carte bancaire 2.0 arrive bientôt. Sa particularité, elle comporte un petit écran qui change les chiffres du cryptogramme toutes les 20 minutes. Objectif, lutter contre la fraude en ligne. En Corse, les nouveaux dirigeants nationalistes ont fermement condamné les manifestations racistes du week-end dernier à Ajaccio. Elles sont aux antipodes de leur conception de l'île, disent-ils. Jean-Guy Talamoni et Gilles Simeoni ont appelé également à l'apaisement. Manuel Valls défend la déchéance de nationalité sur Facebook alors que la gauche se déchire sur cette question. Le Premier ministre s'en prend aux amalgames et aux arguments infondés. Selon lui, ces amalgames renforcent la propagande du FN. Et puis l'armée irakienne fait reculer Daesh dans la ville de Ramadi à l'ouest de Bagdad. La ville a été reprise aux djihadistes qui s'y étaient installés en mai dernier. Le drapeau irakien a été dressé aujourd'hui sur le siège gouvernemental. 20h-21h, France Info, les informés. Julia Foyce. Les informés qui sont ce soir, Julien Leclerc, chef d'entreprise, auteur du journal d'un salaud de patron, je leur ai dit une 4e fois, je suis contente. Bertrand Martineau, économiste, je vous envie. Ça y est, allez-y pour voir, auteur de salaud de gros patron. Parce que moi je les distingue. Je sens que ça va déraper. Non, vous êtes fit. Qui est gros ? Vous êtes fit, Julien, tout va bien. Merci Julia. Oula, il y a des grands patrons qui sont très gentils et des petits patrons qui sont des vrais salopards. Non, mais c'est un peu facile. C'est tellement pas le débat. Bertrand Martineau, économiste, ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy, auteur de Pour en finir avec le chômage, ce qui marche, ce qui ne marche pas, Claire Sercon, porte-parole d'Oser le féminisme, et Daniel Simonet, porte-parole du parti de gauche. Alors, comme de la déchéance de nationalité à Twitter, il n'y a qu'un pas, on va le franchir maintenant, en un battement d'aile et hop là. Si la France est en péril de paix, ne la divisons pas davantage. Quelques mots et c'est plié. Voilà comment, en un tweet, Jean-Marc Ayrault, le laconique, affichait la couleur. Le même jour, c'était hier, Christine Boutin déboulait bille en tête sur Twitter avec ceci: le droit du sol et l'absurdité qui consiste à dire qu'un cheval est une vache parce qu'il est né dans une étable. Reste à savoir si nous sommes plutôt des vaches ou plutôt des chevaux, on va dire des chevaches. Alors, si on parle de la forme, maintenant de l'usage du tweet, Bertrand Martineau, 140 caractères pour résumer une prise de position, c'est une aubaine pour la politique ou c'est un piège ? Alors, les deux, bien entendu. Je crois que Twitter a... Bon, on est tous autour de la table des utilisateurs de Twitter, j'ai vérifié. Donc, on est tous bien payés pour savoir que le pire côtoie le meilleur. Le pire, c'est... Bien payé ou bien placé ? Oui, bien placé. Non, moi non plus. Écoutez, on a sur Twitter une avalanche de bêtises, de xénophobie, de racisme, de mouvements identitaires, de sexisme, tout ce que vous voulez, toutes les déchets possibles, imaginables, qui côtoient. Mais pour les politiques. Qui côtoient avec des choses absolument extraordinaires. Beaucoup d'humour, un esprit français, puisqu'on parle d'identité française, voilà, c'est aussi ça, l'esprit français, des contes parodiques à mourir de rire. Alors pour les politiques, je crois que c'est très très dangereux. Je crois qu'il faut pas en abuser. Je pense qu'en 140 signes, on peut dire des choses très fortes et très puissantes, et on peut dire aussi d'énormément d'âneries, et surtout, je crois qu'il faut pas en abuser. Donc, je pense qu'il faut surtout pas que les politiques banalisent Twitter. Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, les politiques ne peuvent pas l'ignorer, mais je ne pense pas que ça doive devenir le vecteur principal de la communication politique. Le vecteur
moteur principal, je suis désolé. Moi, je suis un peu conservateur, c'est les discours structurés, c'est l'écrit, c'est l'oral, et pas en 146 000. Vous parlez de communication politique, c'est de la communication ou est-ce que c'est le règne du parler vrai? Xavier Bertrand disait on se met à portée d'engueulade. Daniel Simonet, vous l'utilisez comment? Comme porte-parole du Front de gauche, du parti de gauche, vous l'utilisez comment, Twitter? Alors, de plusieurs façons. Je pense que Twitter permet une réaction sur l'actualité. Twitter permet aussi de faire partager des communiqués de presse, des articles. Donc, Twitter permet aussi une porte vers un contenu beaucoup plus détaillé que les 140 signes. Mais c'est vrai que de devoir, à un moment donné, résumer une pensée nous oblige aussi à aller à l'essentiel, à trouver aussi le mot qui peut frapper les consciences. Après, il faut assumer aussi d'être frappé en retour. Et c'est vrai que moi, j'ai déjà vécu plus d'une fois d'être tout d'un coup assailli de tweets racistes, antisémites, sexistes, à un moment donné, en réponse à certaines positions, c'est effroyable, cette haine qui peut se déferler sur Twitter. Mais comme tout support de communication, le meilleur comme le pire peuvent se côtoyer. Mais je pense que ce sont des outils aussi qui peuvent être au service de mobilisation citoyenne très forte. Sur la déchéance de la nationalité, on va pouvoir en parler des mobilisations citoyennes, mais pour rester sur des mobilisations. Sur les politiques, la députée PS Michèle Delaunay disait aujourd'hui, Twittaré Humanum Est, c'est-à-dire que pour elle, par exemple, les pensées, les maximes, les plus grandes pensées des philosophes, finalement, sont des tweets qui auraient traversé le temps et qui auraient réussi. Elle répondait en fait à son ami l'écrivain Jean-Claude Guibaud, qui lui dénonçait ce vil produit de la dictature de l'instant, méprisable parce que bref, volatile parce qu'il réfléchit. Julien Leclerc, vous en dites quoi? Vous qui êtes blogueur et qui êtes donc très 2.0. Ouais, puis je vais compléter, je suis chef d'entreprise, je dirige une agence de com, alors je vais pas être très objectif. Pour moi, c'est génial. Twitter donne accès à n'importe quelle seconde à n'importe qui. Daniel Simonet nous le racontait, on a accès à Daniel Simonet en 3 secondes et on la croiserait peut-être sinon jamais de notre vie. On a accès au Premier ministre avec un tweet. Moi, j'ai Gérard Filoche du Bureau national du PS qui régulièrement vient m'insulter. Mais alors, puisque vous êtes un pro de la com, ces insultes-là, ça tendrait à dire que Twitter nous fait basculer dans une sorte de parler vrai. Est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que là encore la com reprend ses droits et qu'on est quand même dans ces nouvelles façons de faire de la com? Ça dépendra des personnes. Je pense qu'il y a des politiques qui gèrent eux-mêmes leur compte Twitter et quand même, ça c'est assez affligeant pour le coup. Il suffit de se rendre à l'Assemblée nationale pour voir que plus personne écoute ce qui se dit. Ils sont tous sur leur téléphone en train de tweeter. C'est au premier qui retweetera un truc. On a quand même bien rigolé aussi quand Valérie Trierweiler avait fait son fameux tweet il y a quelques années. Heureusement que ça existe, sinon on aurait moins de choses à raconter sur les politiques. Moi j'avais relevé le Lab a rappelé celui d'Éric Besson qui avait dit en 2011 lors d'un conseil des ministres: quand je rentre, je me couche trop épuisé. Avec toi, point d'interrogation. En fait, il voulait l'envoyer en message privé. Voilà, non, mais et heureusement qu'il y a ça quand même maintenant dans la abonnés. vie politique. Ce qui est dangereux pour eux, c'est extrêmement dangereux pour eux, c'est que c'est hyper ludique Twitter. C'est très facile d'utilisation. Et c'est très ludique parce qu'on a envie très vite de regarder, ah bah tiens, est-ce qu'aujourd'hui j'ai fait grimper parce que je suis passé aux informés, est-ce que j'ai plus d'abonnés sur mon Twitter ou pas? Ça peut être très narcissique. C'est très narcissique, c'est vrai aussi. Et puis c'est de l'instantané, donc c'est ludique et il y en a plein qui sont tombés dans le panneau et qui savent pas du tout l'utiliser et qui disent tout et n'importe quoi. Sauf qu'aujourd'hui, vous parliez des grands philosophes, aujourd'hui la belle pensée, mais comme la grande connerie, elle fait le tour du monde en 2 secondes. Non, mais ce que disait Michèle Delaunay, c'est que ça contraint aussi les politiques parfois à se concentrer sur leur message essentiel plutôt que d'avoir des heures et des heures et des heures de tribune devant eux quand même. Je crois qu'ils apprennent, ils doivent apprendre. Ce qui est un petit peu le danger de Twitter, c'est qu'en 140 caractères, évidemment, on peut pas faire de débat de fond et on peut pas véhiculer des choses. Oui, bah après on met des pièces jointes, etc. Ils apprennent, je crois, les politiques surtout. Claire Sercombe, c'est dangereux pour les politiques, mais donc potentiellement utile pour nous? Alors déjà par rapport à l'outil en lui-même, il n'y a pas de déterminisme technologique. Il faut s'interroger à qui est derrière son petit clavier et qui va taper ses petits messages. Je trouve que c'est un révélateur aussi de qui tweet en fait. Il n'y a pas de filtre en fait et c'est ce qui pose effectivement problème. Et nous, oui, ça nous sert puisque comme les personnes vont révéler leur vraie personnalité, donc leur vrai penchant sexiste, c'est comme ça que très régulièrement, nous, on peut repérer ce que eux vont appeler des dérapages sur Twitter. Dernier exemple en date. En fait, comme il y en a eu énormément, j'ai un peu du mal à en sortir une journée sans qu'on en ait un. Voilà, c'est un petit peu ça qui est compliqué. Il y en avait eu un, pardon. On va le prendre exprès parce que je suis vraiment pas
sympathisant du Front National, mais un des plus ignobles qu'il y a eu, c'était sur Marion Maréchal Le Pen, un assistant parlementaire qu'il avait traité d'un mot extrêmement grossier pendant qu'elle était au Parlement. C'était inadmissible, ignoble. Je ne sais pas si ça vous parle, c'était l'année dernière, je crois. Oui. Enfin, moi, le plus fameux que j'ai en retour, un des plus fameux, c'était il y a 2 ans, c'était un député Les Républicains qui avait dit que Najat Vallaud-Belkacem suçait son stylo de manière très érotique. Ah mon Dieu! Il est en train d'exprimer une excitation sexuelle au cœur de l'hémicycle, ce qui est tout à fait rassurant sur son niveau de concentration. Et il prend le temps de tweeter. Donc il explique qu'il a dérapé, mais c'est pas tant des dérapages qu'une vraie personnalité qui remonte à un moment. Je sens qu'on va difficilement pouvoir faire mieux que ça, donc on envoie le rappel des titres. 20h54 sur France Info, le rappel des titres avec Armand Péroux-Lega. En Syrie, plus de 450 combattants et civils ont été évacués de 3 localités aujourd'hui, conséquence d'un accord d'échange entre le régime et les rebelles. Mais les combats continuent par ailleurs. Des attentats ont visé aujourd'hui un quartier favorable au président Bachar el-Assad. Ces attentats ont fait au moins 19 morts. Des feux de forêt par dizaines dans le nord de l'Espagne. Les pompiers luttent actuellement contre une centaine d'incendies, notamment en Cantabrie où plus de 2000 hectares de végétation sont partis en fumée. En Corse, la prise de position des nouveaux dirigeants nationalistes, Jean-Guy Talamoni et Gilles Simeoni, ils ont condamné aujourd'hui les manifestations racistes du week-end à Ajaccio. Elles sont aux antipodes de leur conception de l'île, disent-ils. Manuel Valls persiste et signe. Le Premier ministre défend une nouvelle fois son projet d'élargir la déchéance de nationalité aux binationaux nés français et condamnés pour terrorisme. Le Premier ministre a publié une tribune sur son compte Facebook où il défend cette mesure fortement contestée à gauche. Et puis l'essence, toujours moins chère en France, le litre de gazole est passé sous la barre symbolique d'1 € aujourd'hui, 99 centimes 35 précisément, c'est la moyenne nationale officielle. 20h21h, France Info, les informés. Julia Foyce. Et avec les informés de France Info, on entame cette dernière ligne droite en continuant de se promener sur Twitter. Bel outil de communication. Twitter est aussi un formidable vecteur de mobilisation. Et rappelez-vous, la triste nuit du 13 au 14 novembre, c'est sur Twitter que tout le monde se ruait. Qui pour avoir une information, qui pour retrouver un proche. Écoutez par exemple le témoignage de Clara. Cette Parisienne de 25 ans était au Bataclan avec son amie Marie, disparue dans la foule. J'ai d'abord contacté ses parents parce que je pense que c'est eux qui devraient être au courant le plus rapidement, et ensuite j'ai tout de suite posté le message sur Twitter et j'ai commencé à avoir des photos de gens qui avaient disparu et j'ai tout de suite diffusé la sienne pour essayer de voir si quelqu'un l'avait vue. J'ai eu énormément de réponses, bien plus que ce à quoi je m'attendais, tellement de réponses que je n'arrive pas à toutes les lire, mais rien de très concret, personne ne l'a vu, mais les gens sont très touchants, beaucoup de gens essayent de m'aider, de faire passer le message, et j'espère que ça peut marcher. Alors juste après la tuerie, un hashtag, mot dièse ou mot-clé comme vous voulez, a été lancé, Recherche Paris. Dès le lendemain, celui-ci avait été utilisé plus de 200 000 fois. Alors on reproche beaucoup à Twitter d'être superficiel et d'être creux, d'être réservé à une sorte de landerneau médiatico-politique. Là, on voit bien, Claire Sercombe, qu'on en est très très loin. Effectivement, on a vu un très bel élan de solidarité. Et moi, la première, j'étais aussi sur Twitter, puisque c'est un petit peu un fil d'infos pour permettre de suivre des événements. Maintenant, il ne faut pas se voiler la face. C'est utilisé à l'échelle de la population française, contrairement à Facebook, par une minorité de personnes Twitter et par des personnes qui évoluent dans le milieu politique, médiatique, artistique. Donc on n'est pas sur quelque chose... 22 ans, je me demande quel âge a le premier tweetos, il a 6 ans et demi, je sais pas. Mais donc on n'est pas dans un outil de masse sur Twitter, mais c'est un outil qui peut vraiment être effectivement très utile dans ce genre de figure, ou aussi nous, en tant qu'activisme féministe, on l'utilise pour interpeller... Pour le coup, ça a complètement changé votre façon d'opérer, vous, aux féminismes et d'autres. C'est un vrai contre-pouvoir. On parlait souvent des médias qui sont le 4e pouvoir et qui agissent comme contre-pouvoir d'autres pouvoirs. Twitter, nous, par rapport, par exemple, aux marques qui peuvent faire des pubs sexistes ou des promotions sexistes, c'est extrêmement efficace parce qu'on atteint leur image, on les interpelle directement et on constate que quand on les interpelle via Twitter, dans les jours qui suivent, ils rectifient le tir. Julien Leclerc, un vrai contre-pouvoir Twitter ? Ouais, c'est le contre-pouvoir le plus efficace parce que c'est celui qui permet à la société civile de reprendre le contrôle, de s'impliquer, de réagir, d'agir aussi. On l'a vu pendant les attentats. Et puis je le redis, après pour parler d'une stratégie de com ou d'un mouvement comme le vôtre, Oser le féminisme, c'est avoir accès à n'importe qui en 2 secondes
et donc pouvoir mobiliser des gens, pouvoir interpeller et pouvoir faire du bruit pour n'importe quelle petite boîte ou pour n'importe quelle personne. Et donc un outil à utiliser avec précaution, ce qu'on disait Bertrand Martineau, justement. Surtout pour les politiques, parce que la parole politique, à mon avis, sauf pour une réaction à chaud, vraiment, Twitter n'est pas structuré pour une réflexion politique, pour aborder un sujet complexe. Cela dit, comme espace de discussion, c'est extraordinaire, notamment en s'échangeant des pièces jointes, etc. Il y a des groupes, des tribus aussi qui se forment. Moi, je suis en contact, je suis spécialiste du chômage et de l'emploi, je suis en contact avec des centaines et des centaines. Avec tous les chômeurs français qui vous écrivent tous les jours. De journalistes, de chefs d'entreprise, de syndicalistes, un peu déprimé aussi, etc. Oui, de syndicalistes, de chefs d'entreprise, d'économistes, etc. qui s'occupent du sujet, etc. C'est absolument passionnant. Il y a quelques semaines, j'ai eu des échanges très très drôles avec quelqu'un qui était radicalement anti-euro, anti-libéral, étatiste, etc. Alors j'ai fini par le traiter de gauchiste, etc. Puis bon, ça s'est fini là. Puis là, je suis allé sur son profil, puis je me suis rendu compte qu'en fait, il était élu FN et en fait conseiller économique de Marine Le Pen. Alors c'était très très drôle. Voilà, on fait des rencontres assez drôles. Est-ce que vous êtes abonnés les uns aux autres avant d'arriver ? Alors moi, j'avoue que j'ai pas eu le temps, mais par exemple, pendant l'émission, quelqu'un fait mon live tweet de l'émission, ce qui permet à celles et ceux qui n'écouteraient pas France Info, c'est pas bien, d'avoir, ce qui serait très mal, d'avoir néanmoins envie d'écouter l'émission, par exemple, et de l'écouter la prochaine fois, et d'avoir des phrases, des propos qui ont pu être dits. Et par exemple, j'ai tweeté aujourd'hui pour relayer la lutte des travailleurs et travailleuses de la société OMS du nettoyage sous-traitants de Paris Habitat qui sont surexploités pour justement populariser leur bataille. Et je suis aussi interpellée par des militants anti-pub aussi sur des sujets que je dois qui souhaitent que je relaye. Daniel Simonet qui avait peur de ne pas avoir grand-chose à dire sur Twitter et qui nous fait exploser les compteurs. Claire Sercombe, Daniel Simonet, Bertrand Martineau et Julien Leclerc, merci à vous d'être venus ce soir. Merci à vous.